Pierre-Olivier, dans mon cas, souhaites-tu que j'attende qu'on soit rendu à ma section? Je pense que je vais te laisser aussi D'accord, l'ouvrir. C'est bon? d'accord, ok, oui. Oui, Cool. mais là, on est live. Alors, bienvenue à ceux qui se branchent. On va commencer dans 3 minutes à 10h30. Alors, c'est normal que vous n'entendez rien pour l'instant. C'est une question que je reçois parce qu'on n'a pas vraiment encore commencé. On va commencer dans moins d'une minute, à 10h30 précisément. Bon, eh bien, bonjour à tous. Bonjour à tous, mon nom est Pierre-Olivier Pinault. On va débuter ce webinaire sur la décarbonation du transport routier longue distance au Canada. C'est un webinaire en deux parties que nous faisons aujourd'hui pour deux études séparées qui sont liées évidemment par la thématique de la décarbonation du transport longue distance au Canada. Le premier, c'est sur une étude que nous avons faite avec CPCS sur la décarbonation du transport routier longue distance dans l'Est du Canada, qui est une évaluation technico-économique de technologie carboneutre sur le corridor de l'A20, l'autoroute 401 entre Montréal, entre Québec et Windsor, pardon, où on fait vraiment une comparaison de quatre technologies de camionnage carboneutre. Et la deuxième étude qui sera présentée par Joséphine De Bruycker. C'est une étude sur les coûts et les bénéfices du transfert modal du transport de marchandises vers le ferroviaire au Canada. Donc, c'est sur l'entièreté du Canada et c'est pour évaluer les coûts et les bénéfices, mais surtout, en fait, les deux, les coûts et les bénéfices d'un transfert du transport routier vers le ferroviaire. Donc, les deux études, nous sommes très fiers d'en parler parce qu'elles sont toutes les deux dans une problématique extrêmement importante qui est celui de la décarbonation du secteur du transport de marchandises, dont on parle beaucoup moins que la décarbonation d'autres secteurs, notamment on parle beaucoup des véhicules électriques pour le transport des personnes, mais le secteur des marchandises est un secteur extrêmement important. Avant de faire l'introduction plus générale,
j'aimerais souligner le fait que cette première étude, elle a été présentée elle a été préparée pour le gouvernement du Québec avec sa participation et je tiens à remercier donc le gouvernement du Québec. Le webinaire est enregistré, tous les documents que nous vous présentons sont disponibles sur la page web de la chaire et de l'événement aujourd'hui. Donc vous avez accès non seulement aux diapositives, mais aux études en tant que telles. Et dans le cas de la première étude là, sur la comparaison des quatre technologies carboneutres pour le transport de marchandises. Vous avez même accès au fichier Excel, le modèle qui permet de faire l'analyse. Donc, vous pouvez vous-même faire des analyses si vous le souhaitez. Euh, je tiens à remercier, donc, outre le gouvernement du Québec pour cette première étude, Joanne Whitmore, qui a été la leader de ce projet-là. Et j'étais là en soutien, mais surtout au niveau de CPS, Nicolas Robert et Mathieu Cyr, qui ont mené cette étude-là en collaboration avec nous, avec énormément d'expertise. Donc, c'est Mathieu Cyr qui va présenter les résultats. Je vais faire une introduction et il va présenter la méthodologie et les résultats. Et c'était aussi une étude, comme vous allez le comprendre, qu'on a fait dans un processus assez exhaustif et je pense rigoureux en impliquant une soixantaine d'experts dans la première partie de la démarche qui nous a amené à cette deuxième étude-là, parce qu'on a essayé de ratisser large en termes de conseils et d'avis sur la manière de modéliser, sur la manière les paramètres à utiliser pour ces quatre technologies-là que nous allons vous présenter. Et le document par la suite a été révisé par les personnes que vous voyez inscrites ici. Donc, c'est quand même une étude qui a été analysée par plusieurs personnes, qui n'est pas parfaite et on a conscience que c'est très difficile dans ce genre de circonstances d'être d'être parfait. Enfin, c'est toujours difficile la perfection, mais donc on est loin de la perfection, mais on a essayé d'être le plus méthodique et transparent possible dans notre analyse des technologies. Donc, pour cette première présentation qui va durer 45 minutes, voici le plan de la présentation. Pour la deuxième présentation, celle de Joséphine de Bruycker, eh bien, il y aura un deuxième 45 minutes sur le train et le transport routier. Mais la première partie, c'est uniquement le transport routier. Donc, je vais faire une petite introduction, vous présenter les quatre technologies carboneutres qui sont à l'étude. Et par la suite, Mathieu Cyr de CPCS vous fera la présentation de la méthodologie et des résultats. Et par la suite, la section discussion et conclusion. Il y a quelques slides. Pour la période de questions, je reviendrai. Je vous invite, ceci dit, à poser des questions tout au long du webinaire. Vous avez le petit icône Q&R sur lequel vous pouvez cliquer et inscrire vos questions. Nous tenterons d'y répondre au meilleur de nos connaissances dans la période de questions. Donc, en introduction, et comme je le disais, le secteur du transport des marchandises est un secteur significatif en termes des émissions de gaz à effet de serre. Et en fait, c'est aussi le secteur où la croissance des émissions, et c'est surtout ça qui est préoccupant, la croissance des émissions a été extrêmement élevée dans ce secteur-là depuis 1990. En fait, c'est le secteur, si on met à part le secteur des sables bitumineux, c'est le secteur où la croissance des émissions a été la plus grande. Et c'est évidemment exactement le contraire de ce qui est visé en termes d'émissions de gaz à effet de serre. On souhaite réduire les émissions. Dans le transport des marchandises, elles croissent plus rapidement que dans n'importe quel autre secteur. C'est complexe comme secteur parce qu'il y a toutes les chaînes logistiques des entreprises qui sont prises en compte. Il y a des réglementations provinciales, fédérales et jusqu'à un certain point américaines qui rentrent en compte dans ce secteur-là. Il y a du trafic transfrontalier, donc il y a une grande complexité. Ce n'est pas un secteur qui peut changer rapidement. Il y a des fortes pressions pour être dans le juste à temps et parce que ça soutient les activités économiques quotidiennes des entreprises. Et c'est évidemment essentiel pour la livraison des biens que nous consommons chaque jour. Mais il reste que la croissance a été énorme ces dernières années, bien au-delà de la croissance du PIB ou de la croissance de la population. Donc, ça va évidemment à l'encontre de l'atteinte des objectifs de carboneutralité d'ici 2050.
Et les initiatives qui aujourd'hui sont déployées dans ce secteur-là sont largement insuffisantes. En fait, on ne voit pas véritablement d'initiatives importante, transformer le secteur des marchandises. On a évidemment des petites initiatives éco-camionnage au Québec qui permettent de former des camionneurs ou de mettre des jupettes pour améliorer l'aérodynamisme des camions. Ce sont des programmes intéressants qui donnent certains résultats, mais qui ne permettront pas d'atteindre la carboneutralité. Donc, il faut penser différemment à l'avenir. Donc, pourquoi est-ce qu'on a fait cette étude-là? Ça nous était important parce que, premièrement, il faut mettre ce sujet-là davantage de l'avant aux yeux des décideurs, aux yeux de l'industrie. C'est extrêmement important. Il y a un manque aussi de transparence et on le trouve dans les études qui existent. Souvent, c'est pas facile de comprendre quels sont les paramètres utilisés qui arrivent à certains résultats. Donc, on pensait que c'était important justement de faire une étude qui permette d'avoir cette transparence et de mettre les données accessibles à tous pour comprendre quels sont les paramètres qui sont importants et qui nous amènent à certaines justifications. Euh, on a aussi regardé, s'intéresser à un corridor particulier parce que pour pouvoir l'étudier de manière un peu plus concrète, donc comme je disais, c'est le corridor Québec-Windsor qui est un corridor extrêmement intense en termes de transport routier de marchandises. Donc, on a pu faire une étude un peu spécifique à ce corridor-là en utilisant les données disponibles sur le flux et l'intensité des volumes transportés pour un petit peu mieux comprendre comment est-ce qu'on pourrait déployer des technologies carboneutres et en étudiant selon leur déploiement, quel est le genre de rentabilité on peut avoir. Un objectif de l'étude, c'était aussi d'avoir des données et des hypothèses transparentes et partageables pour les technologies qu'on va utiliser, pour permettre à d'autres d'utiliser à la fois les données, mais aussi certains éléments du modèle. Comme je le disais, le fichier Excel qui nous a permis de modéliser et de faire l'étude est disponible. Et donc, si vous voulez aller jouer dedans, si vous trouvez qu'une de nos hypothèses n'a aucun sens, aucun problème, vous pouvez nous le dire si vous voulez, mais surtout, vous pouvez vous-même changer les hypothèses et voir qu'est-ce que ça donne. Parce que notre objectif, c'est vraiment d'essayer de contribuer à apporter un cadre qui permet une approche plus systémique dans la décarbonation pour comprendre où on va et comment le faire. Cette approche systémique, nous, on la souhaiterait à trois niveaux. Il faut réduire le transport, il faut transférer, et ça va être l'objet. Le transfert modal va être l'objectif de la deuxième présentation, celle de Joséphine de Bruycker. Mais cette première étude qu'on présente, c'est vraiment dans l'amélioration, et donc dans la troisième chose qu'on devrait faire en importance, l'amélioration des véhicules. Notre étude, elle est au niveau de l'amélioration des véhicules est essentielle, mais si on veut vraiment faire bien les choses, il va falloir réduire la quantité de marchandises et de véhicules qui transportent de la marchandise et aussi transférer. Et toute l'importance du transfert va être présentée dans la deuxième partie. Si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous recommande chaudement ce rapport du Comité consultatif sur les changements climatiques du Québec. C'est un rapport sur la décarbonation du transport lourd des marchandises qui fait un aperçu général euh, du secteur, des raisons pour lesquelles il faut agir et avec différentes recommandations, notamment celle de faire du transfert vers le transport maritime et ferroviaire pour des raisons évidentes qui seront en fait détaillées par Joséphine un peu plus tard. Donc, l'objectif spécifique de cette étude-ci que Mathieu Cyr va vous présenter dans quelques minutes, c'est justement de réaliser une évaluation technico-économique comparant quatre technologies de transport de marchandises par camion de classe 8 pour décarboner le transport routier longue distance sur le corridor Québec-Windsor. Et donc de donner des réponses en termes de l'ordre de grandeur en matière d'investissement pour les infrastructures, mais aussi sur les coûts d'exploitation des technologies de remplacement. Et en fait, on a plusieurs bonnes nouvelles par rapport à tout cela. Et, euh, et donc, évidemment, de comparer les technologies. Donc, des ordres de grandeur en termes de coûts, mais des comparaisons technologiques pour mieux comprendre quel genre de trade-off on doit faire entre ces technologies-là.
Le corridor d'études, c'est celui qui est illustré dans la carte de cette diapositive-là. Vous pouvez donc voir, il y a certaines données qui existent sur l'intensité de la circulation de transport de camions lourds sur ce tronçon-là. Donc, plus évidemment vous avez du rouge foncé, plus vous avez une intensité importante dans ce qui concerne le trafic routier de camions lourds. C'est aussi un secteur extrêmement important pour la logistique internationale avec le port de Montréal, des aéroports importants qui permettent de connecter donc les villes, mais qui permettent de connecter toute la région. Donc, c'est en fait un des axes de routiers névralgiques pour l'économie canadienne, étant donné les ports, les aéroports et le transport routier et évidemment le transfert vers les États-Unis à Windsor pour rejoindre Détroit. L'étude générale, on l'a faite en plusieurs étapes. On a eu une première étape d'identification des technologies carboneutres à évaluer que je vais vous présenter dans une seconde. On a fait une revue de littérature des paramètres technico-économiques, donc ça nous a donné un premier rapport qui est issu effectivement d'un atelier en fait l'atelier lui-même a été alimenté par la revue de littérature. Mais l'atelier a donné lieu à un premier rapport justement pour mieux comprendre ce que l'industrie et les experts de l'industrie avaient à dire sur la décarbonation et les éléments importants à prendre en compte. Et on s'est alimenté et de ces éléments-là, cette consultation d'experts, 60 experts ont participé, et vous pouvez trouver la liste des noms de ces experts-là dans le rapport 1 qui est disponible donc, sur le site web, pour nous permettre de faire cette simulation-là et de faire l'analyse coût-bénéfice que nous vous présentons aujourd'hui. On a déjà fait une présentation en anglais de ce rapport-là, parce que le rapport, il est disponible en français, mais il a été d'abord fait en anglais. Et donc, aujourd'hui, c'est la présentation en français de ce rapport-là. Les quatre grandes technologies qu'on va regarder sont celles du camion électrique à batterie. Euh, donc, simplement, on électrifie à 100% et il est autonome. Le camion électrique à pile à combustible à l'hydrogène vert. Ça, c'est la deuxième option. Donc, le camion à hydrogène, dont on parle beaucoup, mais qui est encore pas complètement disponible commercialement. La troisième technologie qu'on regarde, c'est celle d'un camion électrique, mais alimenté non pas par un bloc de batterie complet, mais par un pantographe et des fils caténaires qui permettent une alimentation en continu pour l'essentiel du trajet. Donc ça, c'est une technologie éprouvée, que ça fait plus de 100 ans qu'il y a des tramways qui fonctionnent de cette manière-là. C'est évidemment beaucoup moins utilisé pour le transport de marchandises routiers sur des longues distances, mais c'est faisable et et c'est envisageable. Et donc, on pensait que c'était intéressant de l'inclure dans cette technologie-là, bien qu'on en parle moins souvent. Elle est, à notre avis, extrêmement prometteuse et intéressante. Mais évidemment, elle comporte son lot de contraintes aussi. Et il y a évidemment la quatrième technologie qu'on a étudiée, celle des camions au gaz naturel renouvelable comprimé. Donc, dans ces quatre cas-là, ce sont des technologies qui existent en partie ou qui sont émergentes, qui sont carboneutres dans la mesure où euh, elles n'émettent pas de gaz à effet de serre euh, lors de l'utilisation ou dans le cas du GNR, si ça émet lors de l'utilisation, comme c'est du gaz naturel renouvelable, la croissance de la biomasse de laquelle est issu le gaz naturel renouvelable capture le CO2 et fait en sorte que sur le cycle complet de la croissance des plantes et de la combustion, on est neutre en termes de CO2. Nous, ce qu'on fait ici, ce n'est pas une analyse du potentiel commercial de ces technologies-là. On analyse vraiment que le potentiel technico-économique, c'est-à-dire qu'est-ce qui est techniquement réalisable selon les paramètres qu'on utilise, avec ce qui est techniquement réalisable en regardant selon les paramètres de coût et selon les conditions de prix actuelles, les avantages économiques hein, de ces technologies-là. Donc, on pourrait aller plus loin, mais nous n'allons pas plus loin. Et puis, évidemment, il y a beaucoup de choses qui pourraient être faites de plus, mais nous, c'est l'analyse technico-économique qui est réalisée. Je vais donc inviter Mathieu Cyr de CPCS à venir vous présenter plus en détail la méthodologie et le modèle. Et je vais m'éclipser. Je reviens pour la période de questions pour accompagner Mathieu si jamais il y a des éléments. Mathieu, c'est à toi. Merci, Pierre-Olivier. Bonjour à tout le monde. Ça me fait très plaisir d'être ici pour présenter notre étude, en particulier la méthodologie, le modèle et les résultats.
Donc, on a sur cette figure-ci un peu la représentation générale de l'approche méthodologique qu'on a utilisée, avec évidemment à la première étape l'identification des technologies net zéro que Pierre-Olivier vient de présenter, ainsi que le scénario de base qui est de poursuivre l'utilisation des camions au diesel. Donc, à l'étape 2, c'est la revue de littérature pour voir les paramètres technico-économiques qu'on allait être en mesure de documenter pour bâtir le modèle. Puis, je tiens à remercier ici HEC qui a fait une large part de cette revue de littérature-là, puis qui l'a maintenu finalement à jour tout au long de la réalisation de l'étude, qui s'est quand même étendue sur un bon moment. On a d'ailleurs réussi à trouver beaucoup d'informations très intéressantes concernant les coûts et les spécifications de performance des véhicules. Même chose pour les infrastructures et les grands paramètres socio-économiques comme le coût des carburants ou le prix de l'électricité. Comme ça a été mentionné également, on a ensuite tenté au maximum de valider ces informations-là par la consultation d'experts lors des ateliers de travail et des tables avec des gens qui provenaient de l'industrie, des gouvernements, du milieu de la recherche. Donc, on a réuni 60 personnes de très haut calibre qui ont permis d'avoir des discussions, ma foi, très enrichissantes et qui donnent des résultats encore une fois. Et ensuite, à l'étape 4, on a défini les paramètres pour la simulation. Ou si vous préférez, on a bâti un système d'information géographique qui nous détaillait les volumes de trafic, donc le nombre de camions sur l'autoroute, leur distribution ou les distances moyennes parcourues, etc. Pour ensuite en venir à faire le calcul des coûts et bénéfices et de présenter les principales métriques pour comparer les différentes technologies. Évidemment, certains éléments demeuraient à l'extérieur du mandat. On n'a pas analysé, par exemple, les prévisions des prix des carburants ou comment ils pourraient évoluer au fil des prochaines années ou les améliorations qui pourraient être apportées à la technologie ou une autre, comme celle des batteries, par exemple, parce que ça demandait beaucoup d'efforts, puis c'était difficile dans le cadre du présent projet. Mais on est très transparent, encore une fois, à cet égard-là. Ici, on a un exemple finalement de à quoi ressemble le modèle avec à gauche les paramètres techno-économiques des technologies carboneutres qu'on a documentés, qui ont permis de définir les coûts, que ce soit au niveau des véhicules, des infrastructures ou des coûts d'opération et d'entretien, incluant l'électricité. Puis à droite, on a modélisé également les scénarios pour le plan de transition de la flotte dans le cadre du déploiement et de l'adoption par l'industrie, qui ont permis de ce côté-là de voir et d'estimer les bénéfices, essentiellement les économies sur le carburant et les émissions de CO2 évitées, de sorte que, en comparant les deux, évidemment, on est en mesure de calculer nos indicateurs économiques qui sont la valeur actuelle nette, le taux de rendement et le coût de réduction en dollars par tonne de CO2. Donc ici, on voit la représentation de la transition avec l'exemple des véhicules à batterie, avec à gauche la prévision des ventes de nouveaux camions en fonction des objectifs gouvernementaux d'obtenir 100% de véhicules zéro émission vendus à l'horizon 2040. Et avec ça en tête, on voit à droite la modélisation de la transition de la flotte des camions, dans ce cas-ci à batterie électrique, où on voit en bleu pâle l'augmentation du nombre de véhicules au fil des ans, avec le 100% là, qui est atteint vers 2049-2050. Puis c'est certain que, bon, à partir de 2040, il se vend 100% de camions à batterie dans ce cas-là. Mais il faut quand même considérer qu'un véhicule a une durée de vie moyenne de 10 ans, puis on considère un renouvellement de la flotte de 10% par an. C'est pour ça qu'il continue à avoir des véhicules au diesel après 2040. Puis aussi, on a considéré que le taux de croissance annuel de la flotte était de 1% par année.
Et ça, c'était sur la base des tendances passées observées. Puis, de manière générale, on a discuté de ces hypothèses-là avec des représentants de l'industrie du camionnage au Québec et en Ontario. Puis, on était à l'aise avec ces hypothèses-là. Donc, au niveau des hypothèses pour le déploiement progressif, on a sur la première ligne en haut la méthodologie ou la manière qu'on a fonctionné pour la technologie des camions à batterie et celle avec des carburants à hydrogène ou au gaz naturel. Donc, dans une première étape, on estime la demande d'énergie de la flotte en calculant sur la base du nombre de camions, du kilométrage annuel et de la consommation moyenne d'énergie ou de carburant. Et à l'étape 2, on estime la production d'énergie des chargeurs à batterie ou la distribution typique d'une station de ravitaillement commercial, de sorte qu'on est en mesure ensuite de diviser la demande totale d'énergie par les données de sortie des stations. Et à l'étape 4, d'avoir une estimation finalement des infrastructures requises en fonction des besoins énergétiques futurs, qui nous permet finalement d'avoir une estimation des coûts de mise en place et d'entretien et d'opération finalement des technologies considérées. Dans le cas de la quatrième, des véhicules ou des camions à caténaire, on a pris une approche un peu différente parce que c'est évidemment un caténaire à construire sur l'ensemble du corridor routier, ce qui est un peu différent des stations de recharge ou d'approvisionnement. Puis dans ce cas-ci, dans le fond, on n'a pas considéré que l'ensemble de l'infrastructure serait prête dès le départ. Donc, on est allé avec un déploiement progressif. Puis on a décidé, en toute logique, que le secteur ou le segment autorité le plus achalandé ou celui pour lequel la demande était le plus forte allait être fait en premier, de sorte que, comme on voit au tableau, on commence par le segment Windsor-Toronto, puis on développe progressivement vers celui de Montréal-Québec et jusqu'à Québec finalement. Et on voit également que la taille de la flotte augmente en parallèle à la mise en place de l'infrastructure. Donc ici, c'était simplement pour démontrer ou montrer de manière sommaire, clairement sur une seule figure, les prix qu'on avait considérés pour les différentes technologies. Et la provenance aussi, ou les sources des données. Donc, pour ce qui est du diesel, on a considéré 1,96 le litre en fonction des informations disponibles à Ressources naturelles Canada. Pour l'électricité, on a considéré une plage de 5 à 13 cents le kilowattheure en fonction d'une publication sur les prix de l'électricité d'Hydro-Québec pour Montréal et Toronto. Pour ce qui est de l'hydrogène vert, on a une plage de 9,50 à 13,50 $ par kilogramme d'H2 en fonction des données du laboratoire du département américain de l'énergie qui date de 2021. Ensuite, pour le gaz naturel, on a considéré une plage de 15,80 à 16,34 $ par gigajoule et c'était sur la base des informations rendues disponibles par Énergir Québec. Bon, ici, je pense qu'on a voulu être transparent encore une fois sur les limites de l'analyse et simplement cadrer finalement les résultats avant qu'on les présente en disant qu'on a les résultats, bien entendu, en fonction des intrants qu'on a documentés, puis il faut les consulter puis les considérer en fonction des limites qui sont celles-ci. Donc, en premier lieu, on n'a pas fait l'analyse des routes secondaires. On s'est concentré sur le corridor autorité, mais on comprend que le transport de marchandises implique nécessairement une origine, une destination et l'utilisation de routes secondaires pour arriver à destination ou arriver à avoir le point de départ ou la destination. Ensuite, le poids des véhicules n'a pas été considéré non plus et son impact notamment sur l'entretien des routes. Par exemple, dans le contexte où les véhicules à batterie
ont des batteries immenses pour le transport de marchandises. On peut penser que ça peut avoir un impact sur la dégradation des routes. Ça n'a pas été considéré. On n'a pas considéré non plus les bénéfices additionnels en matière d'atténuation des polluants atmosphériques. Donc, on s'est concentré sur le CO2, mais il y en aurait d'autres et il aurait pu être inclus également. On n'a pas considéré les coûts et autres considérations liées à la fin de vie. Par exemple, la disposition ultime de certaines composantes. On n'a pas considéré formellement, je dirais, la disponibilité de l'approvisionnement en énergie renouvelable, mais on va le voir sur une figure plus loin qu'on en est conscient. On n'a pas non plus, je l'ai mentionné, effectué de prévision des prix de l'énergie, ce qui n'est pas une mince tâche de toute façon. On n'a pas fait de prévision sur le prix des composants et l'amélioration des performances, mais encore une fois, indirectement, c'est sûr qu'on considère qu'au fil des ans, l'amélioration technologique est quand même envisageable et envisagée. On n'a pas fait d'analyse détaillée des types d'infrastructures et de leurs coûts. On a souvent des coûts par kilomètre, par exemple, qui permettent d'avoir une bonne estimation, mais ça demeure à haut niveau. On n'a pas fait d'analyse sur les coûts et les GES associés à l'énergie en amont. Donc, on considère que l'énergie est disponible au point de distribution sur le corridor. Et on n'a pas regardé d'autres facteurs en amont de la chaîne d'approvisionnement, comme par exemple l'approvisionnement en minéraux essentiels pour les batteries ou autres questions de la même nature. Donc, on y arrive pour les résultats, mais avant, on veut juste souligner qu'on les présente en fonction de deux grandes perspectives. En fonction d'abord de celle de la perspective corridor, qui permet une comparaison d'une trajectoire d'adoption progressive, comme j'ai montré sur la courbe de la transition, pour tous les camions longue distance de classe 8 qui circulent sur le corridor, avec une transition vers la technologie carboneutre correspondante d'ici 2050. Puis la perspective camion qui permet de voir l'évaluation du coût total du cycle de vie pour un seul camion sur sa durée de vie typique qui est de 10 ans. Donc, on débute avec la perspective corridor, avec le tableau en haut ici qui présente chacune des technologies avec les indicateurs qu'on a retenus pour l'analyse. Pardon. Donc, on voit rapidement au premier regard que le gaz naturel, les véhicules à batterie et à caténaire ont tous un potentiel de coût négatif de réduction des GES ou présentent par exemple une valeur actuelle nette positive, ce qui signifie que des économies peuvent être réalisées en mettant en œuvre ces technologies par rapport à notre scénario de référence qui est la poursuite d'utilisation des camions au diesel. Dans le cadre de l'étude qu'on a effectuée, le gaz naturel sur la base d'une évaluation strictement économique est celle qui obtient les meilleurs résultats avec une valeur actualisée nette de 1,6 milliard de dollars et un ratio avantage-coût de 2,2, ce qui est excellent. Au niveau des véhicules à batterie et à caténaire, il affiche la deuxième performance la plus favorable avec des vannes positives de 294 millions et un ratio coût-bénéfice de 1,1. Puis, évidemment, là, le 294 millions, c'est une coïncidence. Et on voit là, lorsqu'on compare les coûts et les avantages, ce ne sont pas les mêmes chiffres, mais ça donne qu'à la fin, ça a donné le même résultat. Et également, on remarque que la technologie des piles à combustible à hydrogène vert, dans le cadre de l'étude qu'on a réalisée, n'atteint pas une vanne positive ou un ratio coût-bénéfice supérieur à 1. Et ça, c'est dû essentiellement, dans le cadre de l'étude, au coût du carburant qui était très élevé. Bon, ici, c'est une figure pour démontrer un peu l'analyse de sensibilité qu'on a faite, parce que, évidemment, dans plusieurs types d'analyses, lorsqu'on va faire des calculs, on va essayer de voir quel serait l'impact sur les résultats si on modifiait un paramètre ou un autre
de l'étude pour voir, attester d'abord la robustesse du modèle, mais aussi à comprendre finalement comment ça se passerait si nos hypothèses de base évoluaient de manière différente à ce qu'on avait prévu. Donc, c'est un peu une manière de dire, on n'a pas, par exemple, tenté de faire des projections sur le coût de l'électricité ou de l'énergie, mais on a considéré des variations importantes dans l'analyse de sensibilité. Donc, on voit les paramètres dans l'encadré en gris au bas de la figure. On a considéré des variations de plus ou moins 25 pour le prix d'achat du camion, du diesel et l'électricité. On a considéré 50 en raison d'une plus forte incertitude pour ce qui est de l'hydrogène vert, du gaz naturel ou des infrastructures. Puis, on a considéré également des taux d'actualisation de 3 et 7 alors que celui du scénario de référence est de 10 Donc, sur la figure en haut, on voit simplement ceux dont les variations impliquent les plus grosses modifications ou le plus grand impact sur les résultats. Sans surprise, le taux d'actualisation de par sa nature même est celui qui a le plus d'impact. On voit également, comme je le mentionnais, l'hydrogène vert et le gaz naturel ont également un fort impact. Au contraire du prix de l'électricité, qui est moins sensible, si vous voulez, et dans une moindre mesure, celui du diesel également, alors que le coût de mise en place des infrastructures et d'acquisition des camions sont peut-être dans une position mitoyenne dans l'analyse qu'on a effectuée, encore une fois. Donc ici, on présente la perspective camion. Donc, vous voyez sur la figure chacune des technologies avec le scénario de référence au diesel et les 4 autres technologies. Puis vous voyez à droite, avec les échelles de couleurs, les différentes composantes finalement qui rentrent dans l'analyse complète de la perspective camion. Donc, encore une fois, on a le coût de mise en place, les coûts d'opération, les coûts d'entretien, on a les émissions de GES, on a le prix des carburants ou de l'électricité, ainsi que le coût d'acquisition du camion en bleu marin foncé. Donc, comme on le voyait, comme on l'a mentionné, encore une fois, ça se traduit ici aussi, que ce soit pour les véhicules électriques, à caténaire ou de gaz naturel, ils ont tous des coûts inférieurs à celui du diesel. Et dans le cas de l'hydrogène, on voit ici visuellement, finalement, l'importance du coût dans le cadre de l'étude qu'on a effectuée pour l'acquisition de l'hydrogène. C'est ce qui fait en sorte essentiellement que la technologie n'a pas atteint la viabilité économique dans notre modèle. Pour ce qui est du caténaire, on a aussi, on peut souligner que c'est celui-là dont le coût est le plus faible par camion, encore une fois sur l'ensemble du cycle de vie. C'est en raison en particulier de l'utilisation des caténaires qui permet de répartir l'ensemble des coûts d'infrastructure sur une durée plus longue qui est 50 ans ici. Et donc, ça contribue à réduire le coût par camion. Puis, on le sait aussi par, Pierre-Olivier mentionnait au départ qu'on a des tramways depuis 100 ans, c'est une technologie qui est éprouvée. Lorsqu'on discute avec des experts, on reçoit le message que 50 ans, c'est peut-être conservateur, mais dans le cadre de l'étude qu'on faisait, on était généralement d'accord que 50 ans est une bonne valeur à utiliser, mais qui montre encore une fois la robustesse de la technologie à cet égard. Donc, je pense que c'est un résultat important à mentionner aussi que selon le modèle qu'on a effectué, les analyses qu'on est en mesure de faire, les émissions de GES évitées pour rendre le corridor Québec-Windsor carboneutre est de l'ordre de 2,8 millions de tonnes de CO2 par an d'ici à 2050. Par contre, il faut tout de même indiquer qu'il y a un certain nombre de limitations à considérer au-delà de celles qui ont déjà été identifiées là, avant de présenter les résultats, mais notamment
pour ce qui est du gaz et de l'hydrogène, il y a un manque important de données pour l'instant. Et on peut dire que l'approvisionnement, que ce soit en hydrogène ou en gaz de source durable, demeure aussi à approfondir en fonction des scénarios qu'on a développés puis de la demande, pas juste dans le secteur des transports, mais également, dans certains cas, la demande finale dans d'autres secteurs. Pour ce qui est des camions à batterie ou à caténaire, on estime que la demande d'énergie requise va être de l'ordre d'environ 1 de la production d'électricité actuelle en Ontario et au Québec. Ça peut avoir l'air faible, mais il faut quand même considérer que c'est pas rien. Puis ça se fait aussi dans un contexte où on voit le débat actuel, la discussion. On passe d'une phase où on a parlé pendant un certain moment des surplus, par exemple, d'énergie disponible, alors que là, on cherche à travailler en fonction de l'augmentation importante de la demande en électricité et peut-être dans certains cas de la réduction aussi des besoins. Donc ici, la discussion, on voulait simplement revenir de manière très sommaire sur les principaux éléments par technologie au niveau des avantages et des défis. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont déjà été mentionnées là-dedans. Je ne voudrais pas m'attarder trop longtemps. Pour ce qui est de la batterie, évidemment, on parle des économies sur le carburant, on parle d'un coût inférieur sur l'ensemble du cycle de vie, mais dans un contexte surtout d'efficacité énergétique élevée, ce qui n'est pas rien. Par contre, au niveau des défis, au-delà du poids supplémentaire de la batterie, il y a l'impact du temps de recharge et disons, des transformations que ça peut impliquer pour l'opération de l'industrie. Évidemment, ça peut impliquer également une demande d'énergie qui va être localement élevée pour la charge rapide, qui est également considérée, qui peut être un défi technique. Au niveau du gaz naturel, ben, on peut faire valoir que c'est une technologie qui a une maturité technologique, qui a des autonomies, temps de ravitaillement et charges utiles similaires à ceux du diesel, de sorte que ça facilite la transition. Ensuite, par contre, on l'a mentionné, il y a la question de l'approvisionnement en gaz de source durable et la concurrence avec d'autres usages finaux qui sont également à considérer. Puis on peut également, Pierre-Olivier l'avait déjà mentionné, là, les émissions fugitives en amont ou les émissions au niveau du tuyau d'échappement, mais qui peuvent être également considérées net, nulles en fonction de l'ensemble du cycle de vie. Donc ici, je pense que la plupart des éléments avaient déjà été mentionnés aussi au cours de la présentation que, bon, il y a une bonne maturité technologique, mais peut-être moins dans un contexte nord-américain qu'en Europe, par exemple. Puis, au niveau des avantages, on peut faire également mention qu'il y a moins de contraintes d'autonomie et de charge utile, notamment parce qu'on est en mesure de réduire la taille des batteries, ce qui a beaucoup de bénéfices au niveau de l'opération en général. Puis enfin, pour ce qui est de l'hydrogène, on peut faire valoir les avantages de l'autonomie et des temps de ravitaillement, par exemple, qui sont très importants et qu'on est en mesure, encore une fois, de transporter des charges utiles qui vont être similaires à ceux du diesel. Par contre, le coût élevé du carburant et sa disponibilité demeurent des défis. Puis, je pense qu'il y a une question aussi de maturité des véhicules et des stations-service à analyser également davantage. Donc, en conclusion, je pense que c'est important de le souligner que de réduire les GES fait gagner de l'argent, certainement dans le cadre de l'analyse dont on a faite ici. Donc, pour y revenir, le gaz naturel, les camions à batterie et les camions à caténaire présentent tous un potentiel de réduction des coûts sur l'ensemble du cycle de vie, encore une fois, comparé à la poursuite de l'utilisation du diesel. Les camions à caténaire ont le potentiel de réduire les coûts d'opération si les investissements en infrastructure sont réalisés. Les coûts d'opération sont sensiblement réduits pour les opérateurs de véhicules. C'est intéressant également de le souligner.
Par contre, on a besoin, dans une perspective de long terme, d'avoir une bonne coordination, quelle que soit la technologie carboneutre qui va être retenue. Et je dirais au pluriel ici, là, ça peut être plus qu'une. Ça va prendre un leadership gouvernemental pour assurer la bonne suite des choses. Dans un contexte où on a une évolution très rapide des technologies qui pourrait venir changer la donne facilement des résultats qu'on a obtenus. Donc, on mentionne qu'il y a quand même un besoin d'actualiser l'analyse au fur et à mesure que la donne va changer, si vous voulez. Et qui demeure également plusieurs incertitudes au niveau de la modélisation des tendances clés. Dans plusieurs cas, on a, comme je l'ai mentionné, des fourchettes de paramètres avec des coûts et des performances qui vont évoluer encore une fois en fonction du développement technologique, qui dans certains cas demeure à un stade précoce. On va avoir également une amélioration à l'accès et la transparence des données et études et d'essais sur le terrain, ce qui va permettre de mieux prendre en compte le marché du transport routier et d'effectuer une évaluation du potentiel de technologie selon les réalités du marché. Puis comme ça a été mentionné aussi, d'avoir une approche plus systémique. Encore une fois, cette étude-là s'inscrivait davantage dans le volet amélioration, mais il y a un besoin d'avoir une approche qui considère également la réduction et le transfert modal. Donc voilà, j'ai dépassé un peu mon temps, mais j'espère qu'on m'en tiendra pas trop rigueur. Merci. Merci beaucoup, Mathieu. Il y avait des questions déjà auxquelles j'ai répondu en cours de route. Euh, une question qui revenait beaucoup, à laquelle j'ai répondu, mais Mathieu, peut-être que tu peux partager ta perspective, c'est sur l'utilisation de carburants liquides renouvelables. On a utilisé seulement le GNR, mais plusieurs personnes nous ont demandé ben, si ça aurait été intéressant de mettre des biocarburants liquides, du diesel renouvelable. Mais la réponse que j'ai donnée, puis tu compléteras, Mathieu, c'est que on pouvait pas tout faire. On devait se limiter à un certain nombre de technologies, que le GNR, jusqu'à un certain point, représente un peu le statu quo, mais en changeant juste le carburant. Et qu'il y avait surtout aussi des questions de disponibilité de ces carburants-là, qui fait en sorte que ben, on ne pouvait pas tout étudier, mais que on pourrait. C'est difficile d'imaginer avoir assez de carburant, de biocarburant liquide pour remplacer tout le diesel utilisé, un petit peu comme pour le GNR. Mais Mathieu, si tu as un autre élément là-dessus. Oui, c'est vrai qu'on l'avait dans un premier tri, dans le fond, dans une première liste longue, si vous voulez, de technologies. Elle était présente sur la longue liste, mais on a dû faire des choix pour arriver à un nombre qui était possible de traiter avec le niveau de détail qu'on souhaitait dans l'étude. Donc, effectivement, je n'ai pas beaucoup d'autres éléments, sinon qu'on l'avait quand même sur la liste longue de technologies au départ. François Boucher mentionne au-delà des biocarburants, il y a des carburants synthétiques qui peuvent être aussi développés, qui se développent, et il mentionne à juste titre qu'ils coûteraient plus cher et que ce coût plus cher des carburants synthétiques pourrait inciter au transfert modal. Donc, ça fait partie évidemment des possibilités. Les carburants synthétiques qui vont coûter plus cher puis qui ne sont pas encore disponibles dans des quantités suffisantes, ils pourraient aussi être voués à des secteurs beaucoup plus difficiles à décarboner, comme l'aviation ou même jusqu'à un certain point les navires maritimes, parce que là, l'électrification des avions ou des navires est plus problématique, ou le transfert modal est plus problématique. Euh, une question de Diego Ramirez Cardona. Est-ce que les OPEX du système de route électrique par caténaire ont été pris en compte dans l'analyse de rentabilité? Si oui, dans quel cadre? Quel modèle d'affaires? L'OPEX du système de route électrique. Oui, ben, effectivement, ils ont été pris en compte. Encore une fois, on a tenté de documenter des coûts par kilomètre en fonction des publications universitaires et des exemples, je dirais, qui sont documentés en Europe, par exemple. Donc, on a le détail sur les hypothèses qui ont été retenues dans l'étude, qui peut être consulté encore une fois en français ou en anglais, là, mais c'est essentiellement des coûts ramenés en dollars par kilomètre qui comprend l'opération et l'entretien. Et une dernière question qu'on va prendre, c'est de Dominique Gagnon. Pourriez-vous considérer éventuellement la recharge électrique par induction sur route telle que développée en projet pilote, notamment en France?
Encore une fois, tout est possible. Ça fait partie d'un mix de technologies qui est à l'étude, puis qui va converger au fur et à mesure que le développement technologique va se faire, puis des contraintes, je dirais, des avantages et des contraintes dans le contexte québécois et canadien. Il va se faire des choix technologiques, mais certainement que c'est à l'étude, puis que c'est une possibilité. Un des défis, puis pour compléter la réponse de Mathieu, c'est que c'est une technologie qui est vraiment en développement et très difficile d'avoir des coûts, d'avoir des estimés de combien ça coûterait. Alors, on n'a pas voulu, bon, d'une part, on ne pouvait pas multiplier les options analysées, mais c'est pas à peu près impossible aujourd'hui, à ma connaissance, d'avoir des coûts qui sont réalistes pour la recharge par induction. Alors qu'il y a des technologies qui sont bien plus établies, comme celle des caténaires, même si les coûts, évidemment, sont toujours sujets à changement et à modification, qui d'après nous, ne sont pas assez discutés. Puis c'est pour ça qu'on voulait aussi l'inclure dans les technologies illustrées. C'est parce que, en fait, il y a déjà un éventail de technologies réalisables qui permettent, puis comme Mathieu l'a dit, puis je me permets de réinsister, de réduire les coûts totaux du transport des marchandises par rapport au diesel. Et même si on enlevait les bénéfices en termes de réduction de GES, les économies réalisées sur l'ensemble des coûts considérés pourraient justifier de passer. Donc même si la lutte au changement climatique n'intéresse pas, ça, d'un point de vue économique, ça pourrait être intéressant d'aller vers des technologies GNR ou caténaires parce que c'est rentable. Merci beaucoup, Mathieu. Reste avec nous. Tu pourras revenir à la fin pour la période de questions avec Joséphine, mais je vais inviter Joséphine à se rendre visible et Bonjour. bonjour et à partager ton écran. Donc, cette deuxième partie du webinaire porte sur le transfert modal du véhicule routier au diesel au train. Et Joséphine vient de terminer sa maîtrise en économie appliquée. J'ai eu le plaisir de la co-diriger avec Justin Leroux. Et Joséphine, je te cède la parole. Parfait. Merci beaucoup, Monsieur Cyr, Monsieur Pinault, pour la présentation précédente. Donc, je suis très contente de participer à ce webinaire aujourd'hui. Donc, comme Monsieur Pinault l'a dit, je suis Joséphine Lebrecker. Je travaille actuellement comme analyste en économie chez Avisio Conseil. Donc, j'ai complété ma maîtrise en économie appliquée cet été. Et aujourd'hui, je vais vous présenter, l'objectif de la présentation d'aujourd'hui, c'est de vous présenter les résultats principaux de mon mémoire qui s'intitule, qui porte sur l'évaluation des coûts et des bénéfices économiques et énergétiques du transfert modal du transport routier lourd de marchandises vers le transport ferroviaire au Canada. Donc, je vais vous présenter une brève mise en contexte de ce qui a précédé le début du mémoire. Ensuite, je vais vous présenter la question de recherche qu'on a décidé d'aborder, le scénario qu'on a étudié pour le mémoire et suivi des principaux résultats et la méthodologie utilisée. Ensuite, je vais vous présenter certains résultats de l'analyse de sensibilité qui a été faite. Et je vais terminer, bien sûr, par les limites de l'étude qui ont été identifiées et une conclusion. Donc, c'est l'étude du graphique ici à droite qui a constitué le début de la réflexion du mémoire. Donc, ce qu'on observe sur ce graphique, c'est une comparaison au Canada du transport de marchandises selon le mode de transport. Donc, on a en bleu les tonnes kilomètres transportées, c'est-à-dire les tonnes kilomètres, c'est une mesure de l'activité de transport des marchandises qui est utile pour comparer les différents modes. Donc, en bleu, les tonnes kilomètres, en orange, les gaz à effet de serre émis et en gris, c'est l'énergie consommée, donc l'énergie secondaire qui sort du pot d'échappement. Donc, ce qu'on peut voir ici en plus clair, c'est que pour le transport routier, on a divisé ça, comme c'est fait par Ressources naturelles Canada notamment, en les camions lourds, les camions moyens et les camions légers. Donc, ce que ce graphique nous dit, c'est que du total des tonnes kilomètres qui sont transportées au Canada en 2019, le transport ferroviaire transporte 44% du total des tonnes kilomètres et émet 9% des GES. Alors qu'en comparaison, on a le transport routier lourd qui transporte seulement 27% des tonnes kilomètres, mais qui émet 40% des GES pour ce transport. Donc, on regarde le transport routier lourd parce qu'il s'effectue majoritairement sur une longue distance, sur des longues distances.
Et donc, c'est là que c'est pertinent de le comparer avec le transport ferroviaire, puisqu'ils effectuent un service qui est plus équivalent. Donc, d'une autre façon, ce que le graphique nous dit aussi, c'est que le transport ferroviaire transporte 1,6 fois plus de tonnes kilomètres, donc de marchandises, que le transport routier lourd, mais qui consomme 5,1 fois moins d'énergie que le transport routier lourd. Donc, c'est la différence dans les proportions que je viens de vous présenter qui a mené à la question de recherche du mémoire qui est la suivante. On s'est demandé, en fait, est-ce que la réponse était simple? D'abord, est-ce qu'on remplace les camions par des trains et on règle le problème de consommation énergétique du transport de marchandises? Bien sûr, il a fallu aller un peu plus loin et donc on s'est demandé quel type d'investissement dans les infrastructures de transport sont nécessaires pour subvenir à une demande en transport de marchandises où on utiliserait davantage le transport ferroviaire que le transport routier. Et ensuite, on voudrait savoir quels sont les coûts associés à ces investissements. Donc, dans le cadre du mémoire, le transfert modal, on parle de la substitution du transport routier lourd de marchandises pour du transport ferroviaire. Ce que vous pouvez comprendre aussi maintenant, c'est que la motivation sous-jacente du mémoire, ce sont les cibles de réduction de GES du gouvernement et la décarbonation des transports, parce qu'on sait que le secteur des transports, c'est le deuxième secteur qui contribue le plus aux émissions de GES au Canada après le secteur du pétrole et gaz, et que le transport de marchandises émet le tiers des GES de ce secteur, dont les camions lourds sont le principal émetteur. Donc, une fois qu'on a posé la question de recherche, on a dû réfléchir à comment l'aborder. Donc, ce qu'il y a, c'est qu'en plus de déterminer les coûts pour utiliser davantage de transport ferroviaire, on voudrait savoir si ça coûte plus cher ou moins cher que le transport routier. Donc, on a voulu comparer les deux modes de transport sur la base la plus équivalente possible. Pour ça, on a décidé de comparer deux scénarios hypothétiques pour déterminer les impacts d'augmenter l'utilisation du transport ferroviaire. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé le total des tonnes qui sont transportées par train et par camion en 2018. Donc, c'est 1,1 milliard de tonnes. Et donc, elles sont séparées comme suit par le transport ferroviaire et routier. Et ensuite, on a fait des projections de croissance jusqu'en 2050 du total, de l'addition du ferroviaire et du routier. Et ensuite, on obtient nos deux scénarios. Le premier où toutes les tonnes supplémentaires pour passer de 1,1 à 1,5 milliard, donc c'est environ 410 millions de tonnes. Dans un premier scénario, sont toutes transférées au ferroviaire et dans l'autre scénario, elles sont toutes transférées au transport routier. Donc ça nous permet de comparer deux scénarios équivalents parce que on transporte 410 millions de tonnes dans les deux cas et donc de ne pas considérer les tonnes déjà transportées puisque ce ne sont pas les mêmes quantités. On a aussi choisi l'année 2050 comme cible car elle concorde avec les cibles environnementales, les cibles gouvernementales de réduction des émissions de GES, même s'il est entendu que les actions de réduction des émissions de GES, elles vont devoir persister au-delà de l'année 2050. Ici, on parle de tonnes et pas de tonnes-kilomètres comme avant parce qu'on fait référence à la capacité du réseau. On parle de demande et donc on parle d'un volume ou d'une quantité de marchandises transportées. Donc, nos estimations pour arriver du 1,1 à 1,5 milliard, on a regardé les données historiques au Canada de croissance des tonnes transportées et on a regardé les projections aux États-Unis parce qu'on n'avait pas de projection pour le Canada de disponible. Et donc, on a trouvé qu'une estimation prudente, c'était un taux de 1% par année de croissance des tonnes transportées, ce qui mène à 37% d'augmentation jusqu'en 2050. Donc ça, ce que ça représente, c'est 410 millions de tonnes. Et si on les transfère toutes au transport ferroviaire, on a une augmentation de 116% des tonnes de marchandises transportées. Et dans ce scénario-là de ferroviaire, on n'a pas d'augmentation des tonnes transportées par transport routier. Ensuite, on a eu le scénario routier où on a toujours la même augmentation des tonnes totales, pas d'augmentation des tonnes transportées par transport ferroviaire et une augmentation des 410 millions de tonnes, donc 55% du volume de marchandises transportées par transport routier. Donc, l'objectif du mémoire de comparaison, c'est d'obtenir
des ordres de grandeur des coûts liés à l'agrandissement de chaque réseau de transport pour subvenir à la même demande supplémentaire de tonnes de marchandises. Donc, une fois qu'on a établi ce scénario hypothétique d'augmentation du réseau, on a pu calculer les coûts actualisés des investissements pour répondre à cette demande projetée, qui a mené au résultat suivant. Ce qu'on a observé dans un scénario de base, c'est que les coûts actualisés du transport ferroviaire sont 2,2 fois inférieurs à ceux du transport routier. En plus de cela, donc c'est 2,2 fois inférieur pour transporter les 410 millions de tonnes supplémentaires. Ce scénario de transport, il implique que pour les mêmes tonnes transportées, le transport ferroviaire génère plus de 8 fois moins de gaz à effet de serre que le transport routier. Donc, pour comprendre comment on est arrivé à ces résultats, il faut savoir qu'on n'a pas utilisé de microdonnées. Donc, on s'est basé sur des données publiques, sur la littérature et sur des hypothèses. Donc, par exemple, vous voyez ici, on a calculé le coût des voies et le coût du matériel roulant. Donc, c'est équivalent pour le transport routier et ferroviaire qu'on compare, les voies ferroviaires ou bien les voies autoroutières, les camions ou bien les locomotives et les wagons. Et donc, ce qu'on peut voir, c'est que, par exemple, les voies ferroviaires qu'il faut doubler, elles impliquent, elles dépendent à la fois du coût unitaire des voies en dollars par kilomètre et du pourcentage des voies qu'il va falloir doubler. Aussi, ce qu'il faut savoir, c'est ça, c'est que dans le mémoire, on a considéré des voies ferroviaires ou bien des voies autoroutières à doubler et pas la construction de nouveaux tracés pour rester, ça, c'était pour rester dans le cadre de l'étude. Donc, après, on est arrivé, on avait deux autres éléments de coût, c'est-à-dire les coûts des opérations et les coûts de la pollution. Donc, on a les coûts d'opération qui comprennent notamment les salaires et les avantages sociaux des travailleurs, le carburant, la réparation et l'entretien du matériel roulant. Et donc, ici, c'est comme pour le coût de la pollution, on utilise les tonnes kilomètres dans ce cas-ci, puisque ça en dépend à ce moment-ci des tonnes kilomètres. Et on a aussi donc fait des projections des tonnes kilomètres comme des projections sur les tonnes. Donc, après ça, on a utilisé comme méthode pour évaluer et comparer les coûts totaux, une comparaison des coûts actualisés sur une période de 32 ans entre 2018 et 2050 et un taux d'actualisation réelle de 8%. Donc, ensuite qu'on avait cette méthodologie-là, en premier, avant même de calculer les coûts du transport, on a dû d'abord déterminer le niveau d'investissement requis dans les réseaux existants pour subvenir au transport des 410 millions de tonnes supplémentaires. Donc, ce qu'il faut voir, c'est que ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'on a calculé les coûts associés au transport des tonnes supplémentaires. Donc, on ne s'est pas occupé des tonnes qui étaient déjà transportées. Donc, on a regardé combien de voies ferroviaires il fallait ajouter, combien de wagons il fallait ajouter, etc. Donc, par exemple, comment on est arrivé ici aux valeurs à ajouter, c'est qu'on a observé, si on prend l'exemple des wagons, le taux de croissance historique du nombre de wagons en activité au Canada. Ensuite, on a fait des hypothèses de conception du scénario de 1 point de pourcentage de plus que les taux historiques. Et pour s'assurer de nos hypothèses, en fait, on a comparé les ratios, par exemple, dans ce cas-ci, du nombre de tonnes transportées par wagon dans la période historique versus dans la période projetée. Après cela, on a pu calculer les coûts unitaires. Donc, on a pu estimer en fait les coûts unitaires des infrastructures qu'on devait ajouter. Donc, ici, ça se base encore une fois sur la littérature, des hypothèses et les données publiques. Les coûts unitaires des voies ferroviaires, ça a notamment représenté un défi pour estimer ça parce que, en fait, il y a peu de données sur les projets de construction de voies ferroviaires de marchandises de disponibles parce qu'il y a peu de projets de construction de trains de marchandises qui sont en cours. Aussi, on a les voies routières qui a une grande variabilité dans les données de construction. Ça dépend grandement des infrastructures en place, du type de terrain, de la géographie. Ça, c'était certainement des défis quand il a fallu déterminer des valeurs moyennes pour ces éléments de coût-là. Donc, ensuite de ça, on a calculé le coût unitaire des opérations. Donc, c'est-à-dire, comme je vous le disais avant, notamment les salaires et traitements, l'entretien, etc., le carburant. Puis même avant de calculer les coûts totaux, on voit déjà
des résultats intéressants. Donc, on parle de dollars par tonne kilomètre et c'est que le coût d'opération du routier, ce qu'on a estimé, c'est que c'était approximativement 5 fois supérieur que le coût d'opération du transport ferroviaire de marchandises, dans notre cas, toujours au Canada. En plus de ça, on a calculé les émissions de gaz à effet de serre par tonne kilomètre. Donc ça se base sur l'intensité énergétique du diesel consommé selon le type de transport. Et là, on voit que pour le transport routier, les émissions de GES par tonne kilomètre de marchandises transportées sont 8 fois supérieures qu'à celles transportées par transport ferroviaire. Donc, une fois qu'on avait tous ces éléments-là, c'est là qu'on a pu calculer les coûts actualisés sur la période de 32 ans. Et ce qu'on obtient, c'est que le transport ferroviaire donne lieu à des coûts actualisés de 58 milliards de dollars et le transport routier 127 milliards de dollars. Donc, 2,2, excusez-moi, fois supérieurs à ceux du transport routier. Donc, une fois qu'on a eu tous ces éléments de calcul et qu'on a complété les calculs, on a directement pensé à faire une analyse de sensibilité, car, comme je vous le disais, il y avait beaucoup de variabilité dans les données de la littérature et dans les données publiques. Donc, pour ça, pour les coûts actualisés totaux de chaque mode de transport, on a regardé la proportion de chaque élément de coût dans les coûts totaux. Donc, par exemple, pour le transport ferroviaire, la construction des voies ferroviaires, ça représentait 37% des coûts totaux sur la période étudiée. Alors que pour le transport routier, la construction des voies routières, ça représentait seulement 9% des coûts totaux. Par exemple, les opérations pour le transport ferroviaire, on avait 27% des coûts totaux, alors que ça représentait seulement 54% des coûts totaux pour le transport routier. Donc, on a vraiment une inversion des proportions des coûts des voies et des opérations entre les deux modes de transport. Donc, ces proportions-là, elles nous aident à bâtir l'analyse de sensibilité que je vais vous montrer. Et donc, ça, c'est l'analyse de sensibilité, on l'effectue pour représenter l'impact des modifications aux hypothèses sur le calcul des coûts totaux, donc les résultats finaux des différents scénarios. Donc, ici, ce que je vous présente, c'est les résultats de l'analyse de sensibilité de plus ou moins 25%. Donc, pour tester la robustesse de l'analyse, on a fait varier de plus et moins 25% certains éléments des coûts totaux. C'est un grand intervalle car on a quand même observé une grande variation des valeurs dans la littérature. Donc, par exemple, ce que ce graphique nous dit, on voit que ici, les coûts du transport ferroviaire sont centrés aux 58 milliards de dollars, tels que je vous l'ai présenté, et ici, 127 milliards environ. Donc, on a regardé qu'est-ce que ça faisait sur nos coûts actualisés totaux si les coûts des voies devaient être 25% supérieurs à ce qu'on avait estimé. Donc, ça pourrait dire qu'on avait sous-estimé de 25% les coûts des voies de construction des voies ferroviaires. Donc, si on compare ici, on arrive à environ 65 milliards de dollars des coûts actualisés totaux. Et si simultanément, on avait aussi les coûts des voies du transport routier qui étaient 25% moins élevés, donc on avait surestimé de 25% les coûts des voies, on voit que ce qu'on peut observer, c'est que le transport routier, il serait quand même d'environ 135 milliards de dollars, les coûts actualisés totaux. Il ne serait jamais inférieur aux coûts actualisés du transport ferroviaire. Donc, si on compare ces deux éléments-là. Donc, ce qu'on veut dire, en fait, c'est qu'on a fait notre analyse de sensibilité et on n'a jamais eu de renversement des ordres de grandeur. Ça veut dire qu'on n'a pas eu, avec notre analyse de sensibilité de plus et moins 25%, on n'a pas eu de cas où le transport routier avait des coûts actualisés totaux plus faibles que le transport ferroviaire. Donc, ce qu'on a aussi fait, c'est qu'on a considéré un cas plus extrême où les coûts de construction des voies ferroviaires, des installations de transbordement et des opérations de transport ferroviaire étaient doublés. Donc, on a considéré le cas où il y avait une sous-estimation majeure dans nos hypothèses qui sont reliées au coût des infrastructures et des opérations ferroviaires.
Donc, on a vu où ce cas où ces coûts étaient doublés pour le ferroviaire, euh, pour que le routier coûte moins cher que le ferroviaire dans ce cas-là, il aurait fallu que simultanément à ces coûts doublés, il faut que les mêmes éléments de coût du transport routier soient surestimés de plus de 32%. Ça voulait dire qu'en plus que les coûts du ferroviaire soient doublés, il aurait fallu que les coûts du transport routier soient 32% moins chers. Et là, on aurait eu, dans ce cas-là, des coûts actualisés du ferroviaire plus chers que le transport routier. Ensuite de ça, on a aussi fait une analyse limite. Ça veut dire que on a essayé de déterminer de quelle magnitude il allait fallu se tromper pour obtenir une inversion de ces ordres de grandeur des coûts. Donc, on voulait voir par quelle magnitude il allait fallu que les hypothèses soient erronées pour que le transport routier coûte moins cher que le transport ferroviaire. Donc, un des résultats qu'on a obtenus de cette analyse limite, c'est qu'il faut que les trois éléments de coût de voies, matériel roulant et des opérations, donc par la construction des voies, des locomotives et des wagons et des opérations, ils soient à la fois 39% plus chers pour le ferroviaire et 39% moins chers pour le routier, pour que les coûts du routier soient moins chers que ceux du ferroviaire. Donc, bien qu'on obtienne des résultats qui sont quand même encourageants pour le transport ferroviaire, il y a plusieurs limites qui ont été identifiées durant le rapport. Donc, ce qui est important de rappeler ici, c'est que l'étude des coûts que je vous ai présentée dans le mémoire, c'est une étude qui est générale, donc ça vise à représenter des valeurs moyennes qui sont applicables au réseau de transport de marchandises à l'échelle du Canada. Donc, on développe une méthodologie pour présenter des coûts comparables pour deux modes de transport qui, on le rappelle, ils fournissent pas un service qui est complètement équivalent. Donc, les coûts qu'on présente, c'est surtout basé sur des hypothèses qui proviennent de la littérature et des données existantes pour comparer l'ordre de grandeur des coûts actualisés totaux. Donc, une première limite qui impacte grandement les résultats et qui, par exemple, pourrait faire une différence par rapport à notamment la première partie du webinaire, c'est qu'on n'avait pas de données par tronçon précis. Nous, on a fait une étude à l'échelle du Canada, mais on n'avait pas de données selon les différents tronçons de la capacité de l'utilisation des réseaux de transport ferroviaire et routier actuels, ni des projections. Donc, les données par tronçon, ça aurait certainement permis de déterminer avec plus de précision la quantité de kilomètres de voies qu'il fallait ajouter, qu'il fallait doubler, et notamment les coûts de construction qui peuvent varier selon le terrain, la géographie, etc. Aussi, ce qu'on n'a pas considéré et qui fait aussi différence avec le webinaire précédent, la présentation précédente, c'est qu'on n'a pas parlé de notamment d'électrification ou d'autres stratégies de décarbonation du transport, euh, notamment les camions qui, on le sait, est en cours au Canada. On n'a pas parlé de ça à l'horizon 2050, on l'a pas pris en compte, on a seulement considéré le diesel parce que ce qu'on a voulu faire, c'était de délimiter l'étude et de comparer les deux modes de transport sur la base la plus équivalente possible. Donc, euh, comme on considère uniquement aussi les tonnes supplémentaires, on sait tout de même qu'il y a des tonnes d'ici 2050 qui vont être transportées sûrement par des modes de transport routier, notamment, qui n'utiliseront pas le diesel. Ensuite, une fois que on avait terminé les scénarios, on sait qu'il y a des enjeux qui sont relatifs à la mise en œuvre et aux investissements proposés. Donc, notamment par rapport aux coûts et à l'empreinte géographique des investissements proposés, il y a une acceptabilité sociale et politique qui demeure. Et ensuite, on a des enjeux qu'on a identifiés pour l'acceptabilité des entreprises et des citoyens par rapport euh, ce transfert modal-là. Parce que on parle notamment pour les entreprises qui devraient potentiellement changer leur mode de transport pour leur chaîne d'approvisionnement. Donc, en conclusion, ce que je vous ai présenté aujourd'hui, c'est que le transport ferroviaire peut contribuer à décarboner le transport des marchandises au Canada et ça à moindre coût. Donc, avec quoi je voulais conclure, en fait, c'est que le scénario de base nous a permis d'avoir un résultat qui est assez intéressant. C'est que si on prend la différence des coûts actualisés entre les deux modes de transport,
Donc, on se rappelle que les coûts actualisés du transport ferroviaire sont 2,2 fois inférieurs au transport routier. Donc, c'est une différence de 66 milliards de dollars entre le transport ferroviaire qui coûte moins cher et qu'on divise ces coûts évités de 66 milliards de dollars euh, qui découlent de l'utilisation du transport ferroviaire par la différence des GES émis. Donc, le transport ferroviaire émet 102 millions de tonnes de gaz à effet de serre de moins que le routier. Donc, si on divise ces deux valeurs, on trouve une valeur qui dit que le transport ferroviaire permet d'économiser 643 dollars par tonne de GES non émis comparé au transport routier. Donc, ce que ça peut vouloir dire, en fait, c'est que on peut interpréter comme le fait que l'industrie du transport de marchandises, en ce moment, elle est prête à payer 643 dollars par tonne de GES pour émettre les GES qui proviennent du transport routier plutôt que d'utiliser le transport ferroviaire de marchandises. Donc, dans ce cas-là, ça peut représenter le coût, euh, notamment du désavantage logistique du transport ferroviaire. Parce que malgré les avantages économiques et environnementaux que je vous ai présentés du transport ferroviaire, on voit que l'industrie est prête à payer 643 dollars par tonne de GES émis pour profiter de la flexibilité du camion. Donc, on peut penser qu'un encadrement réglementaire qui forcerait l'usage du train pour le transport de marchandises sur les longues distances, il ferait gagner 643 dollars par tonne de GES évité. Donc, cette idée-là, c'est parfaitement contraire à l'idée qu'il est coûteux de réduire les GES. Parce que dans ce cas-ci, le seul coût, mais qui demeure, c'est celui de renoncer à la flexibilité du transport par camion. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que, en conclusion, la décarbonation du transport de marchandises au Canada, elle ne peut pas uniquement passer par la décarbonation ou l'électrification du transport routier. Et qu'on voit ici le potentiel de l'utilisation accrue d'une technologie qui est disponible et fonctionnelle depuis le 19e siècle et qui peut réellement contribuer à la décarbonation du secteur des transports au Canada. Donc, merci beaucoup pour votre écoute. Merci beaucoup, Joséphine. Fascinant à chaque fois que je revois ces conclusions-là qui sont la conclusion fondamentale, c'est la même que celle de l'étude que Mathieu Cyr a présentée, c'est que on peut décarboner dans le transport des marchandises en faisant gagner de l'argent à la société globalement, en augmentant la rentabilité, donc s'enrichir en réduisant les gaz à effet de serre. C'est contre-intuitif par rapport à ce qu'on entend beaucoup comme message, mais c'est deux études qui vont en tout cas dans ce sens-là qu'il y a des gains économiques à réaliser en décarbonant. Peut-être, Joséphine, tu peux cesser de partager ton écran, comme ça on va pouvoir mieux voir les visages. Il y a plusieurs questions auxquelles j'ai répondu jusqu'à maintenant, mais ces questions portaient sur le dernier point que tu as mentionné, Joséphine, sur la flexibilité logistique que les camions apportent. Une des questions sur lesquelles peut-être j'aimerais te lancer, c'est justement, est-ce que jusqu'à quel point, une des premières questions, j'y ai répondu, mais ton expertise, enfin, et ton expertise et perspectives vont être intéressantes. Euh, la, jusqu'à quel point est-ce que c'est acceptable de comparer le routier et le ferroviaire dans la mesure où c'est des marchandises de types différents, c'est pas forcément les mêmes produits qui sont transportés. Et alors, est-ce qu'on peut vraiment faire cette comparaison-là directe? Mais c'est sûr que ça représente des défis, je dirais, et c'est pour ça notamment que on voulait vraiment comparer le transport ferroviaire au transport routier lourd. On compare pas au transport routier en général. Donc, c'est cet élément-là qui est important à comprendre. Mais ce qui est aussi dommage, c'est qu'il y a certaines données qui nous manquaient spécifiques aux camions lourds. Et c'est pour ça qu'on a fait ce scénario d'augmentation globale des tonnes transportées. Mais ma vision, en tout cas, c'est vraiment si on veut que ce soit le plus équivalent possible, on doit parler du transport routier lourd Et dans ce cas-ci. donc, évidemment, il y a des enjeux logistiques pour faire Mhm. le transfert modal. Peux-tu dire un ou deux éléments sur l'investissement en intermodalité qui est inclus dans tes analyses et jusqu'à Oui, quel point? oui, tout à fait. Ben, en fait, on a regardé sur la littérature comment inclure le transbordement et on l'a considéré dans le transport ferroviaire. Et nous, nos hypothèses avec ce qu'on a lu, c'est que c'était environ un cinquième des coûts d'investissement étaient ajoutés pour parler du transbordement. Donc, on a fait quand même,
on a quand même alloué un gros montant à cet élément-là parce qu'on sait qu'il y a des défis qui demeurent des défis majeurs pour le transport de main et qu'il y a certainement un coût qui est associé à ça. Et donc, ça, c'est lié à la question de Christian Richard. Quel est le pourcentage de transport routier qui peut être remplacé par du ferroviaire? Il y a une étude que je pense CPCS a fait il y a quelques années. Mathieu, si tu as quelque chose à dire là-dessus, je t'invite à venir. Mais il y a une étude qui avait essayé d'analyser le pourcentage qui pouvait être transféré. C'est certain que nous, on fait l'hypothèse qu'avec suffisamment de sites d'intermodalité, pour le transport de longue distance, on peut tout transférer vers le ferroviaire. Juste mentionner par exemple que la Suisse n'interdit pas le transport routier de longue distance, mais pénalise énormément à travers des péages et des frais le passage de camions sur son territoire, de telle sorte que les camions qui traversent la Suisse sont mis sur des trains pour traverser la Suisse sur train. Donc c'est possible de développer le ferroviaire en gardant le camion, en mettant le camion sur le train. Mathieu si et Joséphine après, si vous avez quelque chose à ajouter. Moi, en fait, j'ai pas les chiffres exacts en tête, là, mais sur le transport de longue distance, le ferroviaire devient beaucoup plus concurrentiel à partir d'une certaine distance, certainement de l'ordre de 5 à 800 kilomètres. Puis le camionnage longue distance, jusque-là, est quand même concurrentiel aussi. Donc, toute la question de la flexibilité sur laquelle on met un coût, euh, ça reste qu'il y a, alors, à mon avis, il y a une limitation là, en fonction des avantages aussi, puis, par exemple, des délais dans le ferroviaire qui sont plus importants, qui sont inhérents finalement au mode de transport. C'est une des raisons pour laquelle il devient très concurrentiel sur des plus longues distances, alors que les besoins des entreprises parfois sont d'avoir très rapidement accès aux marchandises, qui fait en sorte qu'ils sont prêts à payer ce coût-là, puis il est transférable entièrement. Donc, c'est là que de penser à un transfert modal complet en fonction de la configuration de l'industrie, c'est quand même c'est une bonne question. Joséphine, quelque chose à ajouter? Euh, non, je pense que c'était bien répondu. Je suis d'accord avec ça. Un commentaire très pertinent de Jérôme Landry. La fiscalité désavantage nettement le ferroviaire et le maritime car les coûts sont assumés par les opérateurs, infrastructures, entretien, déneigement, déglaçage et sécurité des mesures d'urgence, par exemple. Il faut revoir la fiscalité pour équilibrer les options du transport lourd et accélérer la décarbonation. Donc, ce n'est pas une question, mais tout à fait, je souscris à Mhm. 100% à cette remarque-là. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai mentionné là en introduction le rapport sur le transport de marchandises lourdes du Comité consultatif sur les changements climatiques du Québec parle beaucoup de taxes kilométriques pour le transport de marchandises. C'est justement pour rétablir une fiscalité qui fait en sorte que l'utilisation, ou du moins avoir un premier pas vers une fiscalité du transport de marchandises qui rétablisse un paiement pour l'usage des routes auprès des camionneurs parce qu'ils bénéficient d'une subvention indirecte par l'usage quasi gratuit des routes et certainement le transport de marchandises lourdes ne contribue pas à la hauteur euh, du coût des routes à travers la taxe sur les carburants qu'ils payent. Joséphine, Mathieu. Mhm. Tout à fait. Puis ça revient, c'est au début de mon mémoire, c'est un des premiers éléments que j'aborde, c'est euh, qui possède les infrastructures utilisées. Donc, pour le transport ferroviaire, on parle d'infrastructures privées qui sont opérées par les compagnies ferroviaires, alors que les camions utilisent les autoroutes qui sont entretenues par notamment le ministère des Transports au Québec, dans ce cas-ci. J'ai rien ajouté, c'est parfait. D'accord. On a une question que je ne suis pas certain de bien comprendre, mais que je vais vous poser quand même. C'est un spectateur anonyme qui l'a posé. Est-ce que les résultats de l'analyse, Joséphine, seraient très différents si on ajoutait les opportunités d'électrification entre le transport ferroviaire et le transport routier? Mhm. Ben, certainement, mais je pense que dans ce cas-là, on pourrait moins comparer les modes de transport. Nous, on voulait comparer le transport routier au transport ferroviaire et dans ce cas-là, on n'aurait pas exactement les mêmes infrastructures, notamment d'approvisionnement pour les différentes méthodes de décarbonation, mais je pense que
La différence majeure, c'est que le réseau d'approvisionnement en diesel, il est existant, il est fonctionnel, il est utilisable, tandis que pour l'utilisation, par exemple, d'électrification ou carburant hydrogène, etc., il y a tout l'aspect de construction du réseau d'approvisionnement, de la mise en œuvre ou la construction des caténaires, etc., qui seraient des coûts à ajouter certainement dans les calculs. Et puis c'est là où je crois que l'éclairage de la première étude de CPCS Mhm, qu'on a présentée aujourd'hui apporte quand même un éclairage intéressant dans la mesure où on s'aperçoit que l'option à long terme, l'option la moins chère, c'est celle des caténaires pour les camions, comparé à des camions alimentés de manière autonome. Et que, sachant que le train, comme tu l'as dit, Joséphine, consomme beaucoup moins d'énergie que les camions, alimentés par caténaire, des trains devraient en principe coûter beaucoup moins cher qu'alimenter des camions, parce que déjà que les caténaires sont moins chers pour des camions, si on a encore moins d'énergie à alimenter pour des trains, eh bien, tout laisserait présager que le coût d'électrification serait moindre pour des trains qu'électrifier une flotte de camions. Euh, Ça rejoint un petit peu une question que François Boucher pose dans une perspective de carboneutralité, tant le ferroviaire que la routier devront abandonner le diesel pour un carburant faible à faible intensité carbone. Est-ce qu'une suite de l'étude est envisagée pour inclure ces coûts de transformation à l'analyse? Directement, non, on n'a pas d'étude qui est prévue là-dedans, mais ça revient au fait que fort probablement ça coûterait moins cher d'électrifier le transport ferroviaire et que c'est ça qu'il va falloir faire. Mais que, enfin, moi, ça c'est le commentaire personnel que je dirais que, mais la priorité, même si tant qu'on utilise encore du diesel et même si on utilise encore du diesel, tout ce qu'on peut transférer vers le train va réduire énormément les GES, même si les trains sont encore opérés au diesel. mhm. Exact. On dit qu'ils peuvent contribuer à cette décarbonation-là pour les raisons qu'on a montrées. François Quand même, Tardy, vas-y Mathieu. j'allais juste dire, il y a quand même des technologies en développement aussi pour Mhm, l'utilisation de technologies autres que le diesel pour le transport ferroviaire. J'allais dire aussi, même dans notre étude, il y a certains coûts, je pense qu'on donne un éclairage intéressant, mais il y a certains coûts dont l'approvisionnement et la distribution en amont dont on ne tenait pas compte. Donc, même la nôtre avait quand même des limitations à cet égard-là. Puis, c'est ça, il y a juste le commentaire que l'industrie du camionnage demeure requis, tu sais, dans le monde dans lequel on vit. Puis, bon, il y a la question du longue distance, là, où j'ai mentionné qu'il y avait une certaine zone grise, je dirais, où les deux sont en concurrence au niveau des coûts. Mais c'est vraiment de voir comment finalement on a un bon photoportrait de la situation aujourd'hui, mais comment les choses vont évoluer dans le futur, c'est ça qui est difficile. On a chacun notre boule de cristal avec ses forces et faiblesses, je dirais. Un point intéressant que François Tardy met de l'avant, n'oublions pas qu'un train ne nécessite pas autant de conducteurs, il y a aussi des économies sur la main-d'œuvre. Et mhm. effectivement, ça, dans le contexte actuel de pénurie de main-d'œuvre et d'engouement limité pour le métier de camionneur longue distance, ça peut être un élément intéressant à prendre en compte. Euh, une dernière question qui est présente. On est 5 minutes en avance, donc c'est très bien. Vous avez très bien répondu aux questions, Joséphine et Mathieu. Mais ça, c'est une question plus pour Mathieu. Pour la première partie du webinaire, donc, a-t-on accès au scénario d'utilisation de chaque technologie, distance parcourue, charge moyenne, trajet, nombre de recharges, etc., pour chacune des technologies? Tout ce qui a été considéré dans le modèle est rendu disponible sur le fichier qui est à présent sur le site de HEC Montréal. Donc, vous allez voir le détail de chacun des scénarios et ce que ça implique. Oui. Voilà, et il faut quand même mentionner que les données sur le nombre les données précises à jour sur les camions, le nombre de camions sur ce tronçon-là sont très difficiles à obtenir. Les données qu'on utilisées, c'est des données assez vieilles. Et puis là, je me permets de mentionner ça pour pousser les gouvernements à mieux documenter le trafic routier et rendre disponibles ces données-là pour qu'on ait des meilleures photos, des meilleures connaissances du nombre de camions qui passent réellement.
Une question est apparue de Béchir Bendaya. Je suppose que c'est l'articulation entre la décarbonisation du routier et l'adoption progressive du transport ferroviaire qui pourrait plus être considérée dans cette perspective, oui. Mais c'est vrai qu'il va falloir faire les deux, là. L'idée, c'était pas Mhm. d'opposer train et camion. Les deux sont nécessaires. Mais quand on regarde la croissance du transport routier de longue distance ces dernières années avec des taux d'augmentation extrêmement élevés et le peu d'investissement dans le développement du transport ferroviaire, il y a clairement un développement, peut-être pas complet, mais au moins partiel, qui pourrait se faire dans le ferroviaire. Et comme ça a été mentionné, là, il faut qu'il y ait une coordination gouvernementale qui soit effectuée parce que les acteurs seuls ne peuvent pas décider de développer le ferroviaire. Il faut qu'il y ait une prise en charge plus globale. Euh, Bon, il me reste encore 2 ou 3 minutes. Alors, je vois des questions apparaître. En- Christian Richard dit, tous ces scénarios sont fort intéressants avec une décroissance de 5% par année. Pour respecter l'accord de Paris, ça serait une utopie. Bon, c'était plus un commentaire qu'une question. Euh, et Ingrid Zamboni nous dit que ce sont d'excellentes présentations. Quel est l'impact du transport à vide dans les deux scénarios présentés? Est-ce que vous avez des éléments là-dessus, sur le transport à vide? Nous, on a Euh, considéré. Oh, je t'en Allez-y. prie, Joséphine, je t'en prie. Ben, moi, j'allais dire qu'on n'avait pas de données sur le transport à vide dans les données que j'ai utilisées, donc ça n'a pas été considéré dans le cadre de mon mémoire. Nous, dans le fond, j'allais dire qu'on a utilisé le nombre de camions total. Donc, ça le comprend. Sur le transport à vide, il y a des données très préoccupantes pour le Canada qui étaient obtenues à travers l'OCDE. C'est que le tonnage par camion tend à diminuer au Canada, selon ces données de l'OCDE. Donc, ce qui laisse supposer que le transport à vide est en croissance, qu'il y a s'il y a de moins en moins de tonnes transportées pour chacun des camions, ça veut dire qu'ils sont de plus en plus vides et que ça, évidemment, ça nous ramène à l'éco-fiscalité qui fait en sorte que c'est plus rentable d'avoir des camions semi-vides ou semi-pleins qui sont sur les routes parce que justement, il y a des demandes logistiques pour avoir cette flexibilité, mais que ça amène des coûts supplémentaires ça amène des coûts économiques supplémentaires, mais aussi en termes de pollution et que c'est certain qu'il va falloir redresser ces tendances-là si on veut atteindre la carboneutralité. Donc, la charge des camions, et ça, dans le rapport du comité le comité conseil sur les changements climatiques, il y a un graphique qui illustre très bien la trajectoire canadienne avec un taux de charge qui diminue et la trajectoire allemande, les camions allemands qui sont de plus en plus chargés. Et ce qui montre que dans certains pays, eh bien, il y a des actions beaucoup plus intéressantes qui sont beaucoup plus agressives, du moins qui sont mises de l'avant pour essayer de travailler sur le transport des marchandises. Je me permets de mentionner, parce que j'ai vu qu'il était présent un rapport de Christian Yameogo, qui est présent au webinaire aujourd'hui et qui a fait un travail de maîtrise sous ma supervision pour justement documenter à l'international les différentes initiatives qui sont prises pour réduire les impacts environnementaux du transport de marchandises. Donc ça, c'est un rapport qui est disponible sur le site de la chaire, qui a été fait il y a 1 an ou un peu plus par Christian Yameogo, que je salue au passage. Je vais remercier Mathieu et Joséphine. Je vous laisse un petit mot de la fin si vous avez un mot à dire. Mathieu? Simplement que ça a été un plaisir de participer à cette étude-là. Puis que moi, personnellement, on aimerait toujours en faire plus, mais j'ai eu beaucoup de plaisir dans ce qui nous a, dans ce que nous a été donné de faire. Puis le plus intéressant, c'est qu'il reste encore beaucoup de recherches et de travail à faire maintenant qu'on a fait ce pas-là. Merci Mathieu. Joséphine, si tu as un mot de la fin. Oui, merci beaucoup. Puis, je remercie aussi la personne qui a dit que s'il y avait une étude subséquente qui arrivait, malheureusement, j'ai terminé mon mémoire et ma maîtrise, mais effectivement, il y a des recherches qui sont nécessaires à la suite des résultats qui sont présentés aujourd'hui. Je vous remercie à tous de votre participation. Le webinaire sera enregistré. Vous pourrez le revoir ou le rediffuser à d'autres. Et à très bientôt. Au revoir à tous. Merci.